Hey, bonjour à tous. Oui, la voix est bizarre, mais ça fait 2 semaines que j'attends. Puis je me suis dit que c'est épouvantable, ça revient plus. Donc, je fais une capsule pareille. On m'a demandé, c'est quelque chose que j'avais mis sur pause un peu, puis finalement, on m'en a reparlé. Et il y a eu un article de la presse. Dans le fond, il y a eu des articles en lien direct avec le fait que il y a de plus en plus de difficultés pour les garages du coin de réparer les voitures des clients. Donc, ça amène des nouveaux problèmes. Puis, mais c'est pas des nouveaux problèmes. Fait que finalement, ça fait à peu près 40 ans que ça existe comme problème. Je vais y aller rapide pour vous expliquer d'où ce que ça part, là, parce que c'est bizarre comme principe. Premièrement, à l'époque, un auto, mettons qu'on recule dans les années, ce qu'il y avait, mais aucunement, à peu près pas d'électricité. Il y avait un peu d'électricité, pas d'électronique. L'auto se réparait par n'importe quelle personne ayant des connaissances de base mécanique, ayant de la débrouillardise et de la jugeote, mis à part certains petits trucs un peu plus complexes que d'autres, comme régler un carburateur à froid. M'a dit que pour le reste, quelqu'un qui était débrouillard était capable d'en faire beaucoup. Donc, c'était pas un domaine qui était... Il y avait une certaine ouverture, là, de la façon que les données, les informations circulaient, c'est un peu plus ouvert. Il est venu le temps maintenant où ce qu'on a ajouté de la technologie, le taux a comme s'est métamorphosé année après année. Et ce fut un jour l'arrivée officielle de l'injection, qui a quand même créé une espèce de séisme dans le domaine. Et l'injection, donc l'injection, pour dire exact, électronique, parce qu'il y a eu une version mécanique avant, était quelque chose de complètement nouveau où ce que on faisait entrer l'ordinateur dans la voiture. Donc, tu sais, l'ordinateur qui était gros, lourd avec un écran, ça d'épais dans la maison, qui était déjà à l'époque, qui rentrait dans les maisons tranquillement pas vite, là, où on se connectait par Internet. Là. Ce principe-là, tranquillement pas vite aussi, arrivait dans l'automobile. On avait un ordinateur de bord, etc. C'était nouveau. La métamorphose faisait en sorte qu'on tombait dans un autre monde et fallait avoir un ordinateur pour consulter l'ordinateur pour savoir quel était le trouble, etc. Ce étant dit, on était rendu dans une ère où ce qu'un concessionnaire pouvait faire une rétention d'informations et bloquer la plupart des réparations dans l'automobile. Ça a causé une poussée de loi pour faire en sorte que, par le gouvernement, on vous protège, vous, comme consommateur, d'un principe de monopole. Donc, un principe de monopole, c'est facile, c'est quand, par toutes sortes de circonstances, je t'oblige à un endroit, à tes frais, à un montant que je veux t'imposer. Ce principe-là, on veut l'éviter à tout prix parce que c'est mauvais dans le commerce. C'est pour ça qu'il y a eu des lois qui ont été créées au niveau des normes OBD2, dans On-Board Diagnostic 2, qui sont rentrées officiellement fin 1995. Ces normes-là obligeaient un connecteur standard entre toutes les entreprises pour justement consulter l'ordinateur de bord du moteur, qui faisait en sorte que là, les mécaniciens indépendants étaient capables de réparer votre voiture pour que vous sauviez des sous, pour ne pas vous faire fourrer par une personne quelque part qui imposait son prix en monopole. Donc, ça a été quelque chose de timide, mais avec les garages indépendants sont tellement débrouillards qu'on a toujours on a toujours créé un filon, on a toujours travaillé là-dessus, ça a toujours été quand même correct, parce que par débrouillardise, on a trouvé des méthodes directes, des méthodes indirectes, des tierces parties qui sont fournisseurs de pièces, qui ont rentré dans l'aventure pour créer des outils spécialisés différents de ceux d'origine, pour toujours avoir une façon de réparer, quelle qu'elle soit, quelle marque, peu importe la marque. Donc, ça étant dit, avec le temps, ça s'est complexifié parce que je vous parle de ça, à l'époque, c'était facile. La réglementation était facile. Il y avait un seul ordinateur de bord. On appelait ça un ordinateur de bord. Il faisait toute la gestion de l'injection du moteur, puis ça venait de se terminer. Aujourd'hui, les autos dans lesquelles vous avez, même si c'est une merde ou même si c'est une voiture de base, vous avez l'équivalent d'une 50aine de modules, peut-être plus, et ces modules-là parlent à des périphériques qui sont aussi en langage data line.
ça veut dire que ce n'est pas un vulgaire voltage analogique. Ça veut dire qu'il y a des centaines de composantes qui parlent entre eux comme certaines parties de votre téléphone cellulaire à l'intérieur qui parlent entre elles. Carte mère, périphérique, modem, récepteur, émetteur de signal. C'est la même chose dans l'automobile. Ça veut dire que si on n'a pas des façons de réparer avec une énorme quantité d'informations, informations de comment que ça se gère, comment ça réfléchit, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les actions prises dans l'auto quand l'auto voit une anomalie, c'est quoi les actions qu'il faut faire comme relearn, réadaptation ou calibration lorsqu'on a complété une réparation. La consultation des données, tous ces modules-là doivent être consultables. Fait qu'on est rendu là, de 50 à 100 fois plus loin ou métamorphosé de l'idée de base de 1995. Donc, c'est ce que ça fait aujourd'hui. On est dans un nouveau défi. Aujourd'hui, la plupart des garages, comme moi, je ne vous le cacherai pas, pour être capable encore de fonctionner adéquatement, il faut soit faire de la sous-traitance, ce qui vous enlève un avantage parce que là, veut pas, ça crée des intermédiaires. On va tuer un peu plus justement les capacités de réparer à bon prix. Beaucoup de manufacturiers vont carrément enlever la possibilité de réutiliser une pièce, donc vont vous forcer à l'achat d'une pièce où l'électronique est vierge pour justement rentrer une programmation neuve. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient anéantir 80% et plus du recyclage des pièces parfaitement bonnes dans une cour à scrap pour conserver de leur côté la mainmise sur le domaine et vous forcer à trouver ça cher et à remplacer la voiture. Il y a un seul but du manufacturier, c'est pas de faire de l'argent avec le remplacement de pièces, c'est de vous vendre constamment, 4 ans après 4 ans, une voiture neuve. C'est le seul but du marché. Quand vous comprenez ça, vous voyez l'importance et le mindset en arrière de toute cette gang-là qui est un commerce en soi. C'est pour ça que des garages comme nous autres, on est hyper débrouillards, mais malgré tout, ça nous prend toutes sortes de trucs, d'indirect et direct. Ça va jusqu'à avoir des scanners piratés, façon de parler, ou plus ou moins on va dire, au diapason avec la réglementation locale. Pourquoi? Parce que les Nord-Américains, Canada, États-Unis, sont encore jammés en 1995. Ça veut dire que si on avait attendu les bras croisés dans les garages indépendants, vous seriez tous soit en faillite, soit obligés de faire que des voitures, de racheter des voitures par obligation de 4 ans, avec 3 fois plus de voitures sur un tas de fer non réparé, parce que justement, on n'aurait pas participé nous-mêmes à trouver des solutions pour vous réparer. L'article revient. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité encore. C'est quelque chose qui est un défi qui n'est pas réglé, ou ce que personne aide, parce que la politique est excessivement lente, toujours remplacée de démocratie molle d'une période de 3 ans à une autre avec une réélection d'un gouvernement minoritaire. On finit toujours par attendre 40 ans quelque chose qui aurait pu se régler en 2 ans. Donc, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'à chaque fois que vous entendez parler de ça, je vous conseille fortement, parce qu'en tant que client, vous êtes plus affecté que moi, parce que vous êtes la personne qui paye au final. Moi, je suis un intermédiaire. C'est pour ça que je vous conseille d'être alerte dans ce domaine-là et de proposer ou de vous battre pour que chaque fois que vous entendez parler d'aide pour un garage indépendant, que vous soyez à fond la caisse avec nous, parce que les garages indépendants, on est comme Lucky Luke, on est des cavaliers seuls qui n'ont pas de rassemblement et de lobbying. Ce qui est complètement le contraire des manufacturiers qui sont excessivement gros, qui ont des concessionnaires regroupés ensemble, parce qu'il y a une organisation des concessionnaires du Québec qui ont tellement d'argent, qui se payent des anciens ministres comme Robert Poetti, qui est un ministre libéral, qui justement a l'air très, très bon. C'est un vrai pédaleur, ça n'a pas de sens, puis qui a tourné justement tout ce dossier-là d'une façon là, à nous traiter comme si on était des idiots, nous, les garages indépendants, et que tout ça, c'était pas pour faire du monopole, c'était pour s'assurer que les clients soient en sécurité sur la route. Donc, selon lui, il n'y a aucune façon d'avoir une réparation sécuritaire par un garage indépendant.
Fait que vous voyez le genre de gars que c'est. Mais c'est normal. Il est payé par un groupe. Fait qu'il en met... écoute, c'est lui, c'est son groupe, et il va y aller, comprenez-vous, il prêche pour sa paroisse. Nous, on a besoin des clients, comme que vous soyez conscients qu'on est le dernier rempart avant que vous ayez un système défaillant, tellement défaillant que votre auto sera rendu comme un iPhone, c'est-à-dire quand vous le trouvez vieux puis lent, il n'y a rien à faire sauf d'aller en chercher un neuf. Ce qui est triste parce que l'automobile, j'ai à peu près 50 000 pièces dans l'auto, puis je ne compte pas les pièces internes des modules électroniques. Et cette voiture-là, vous la payez pendant de plus en plus longtemps, 5, 6, 7 ans, 8 ans j'ai vu. Ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas. Vous allez vous enliser carrément. Ou bien non, on va vous forcer à prendre un autre moyen de transport. C'est triste. Donc c'est pour ça que je vous dis, personnellement, vous devez faire en sorte de faire passer le message. D'ailleurs, partager, ce n'est pas des farces, là. Ce que je vous dis, c'est sérieux, c'est pour votre poche. Puis vous allez le payer solide dans les prochaines années. Ça continue. Personne ne fait rien. Et ce que ça fait, c'est que ça fait dégringoler, ça fait tomber les petits garages qui essayent d'être polis au niveau de la facture. J'en ai comme moi, on monte les prix constamment, mais c'est pas de gaieté de cœur. Puis les concessionnaires font un peu ce qu'ils veulent. En terminant, parce que c'est déjà long, vous voulez un exemple? C'est facile. Une concessionnaire comme Tesla fait énormément de rétention d'informations et comme rétention, ben ils ont un peu peur aussi pour leur technologie, à leur défense. Donc, ils vont être très, justement, ils vont garder pour eux une très grande partie des informations. Et aussi, ben, le client, la journée qui va être en dehors de la garantie, ben, il va trouver ça salé parce qu'il y a une seule source de pièces. Et un concessionnaire Tesla, je crois que c'est ceux de Montréal, j'ai pas la... Un de ceux qui est très proche, de toute façon, c'est 210 $ de l'heure. Fait que c'est quand même bizarre que je me fasse dire souvent, des fois, que je suis cher à 100 $ de moins de l'heure. C'est bizarre. Mais c'est ça. Donc, 210 $ de l'heure sont mieux d'être vite en Titi si vous voulez avoir quelque chose pour votre argent. C'est ça un peu qui est le danger si on a une trop grande disparité et c'est vous qui payez à l'autre bout. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'est un sujet très lourd, donc j'aurai des sous-sujets où j'en retomberai sur le sujet là-dessus avec des spécificités, mais c'était pour vous parler de l'article. Donc, c'est quelque chose qui est revenu dans le sujet du jour. Et partagez avant qu'il n'y ait plus de voix, finalement. Salut, bye.